On invite Gail pour la reconnaissance du territoire. Merci, Gail. Good morning. My name is Gail Chamberlain. To start off our meeting, I would like to do the land acknowledgement. So everyone knows that we are situated on the traditional territory of the Ghanaian Gahaga, a place in which has long served as a site of meeting place and exchange among many First Nations. Welcome to the territory, everyone. Thank you, Gail. Merci, René. C'est vraiment la bonne façon de vous accueillir et de se situer sur ce territoire qui nous accueille. Alors, moi, c'est Camille Assa, Pascal Hamad. Je vais vous écouter, vous recevoir, je vais poser quelques questions sur le sujet qui nous importe, repenser ou même penser, PANSER, le système de santé, et repenser les approches autochtones. Donc, votre voix, vos histoires, votre expertise innée peut nous apporter un petit peu plus loin dans la réflexion et dans nos actions. Donc, par expérience, je sais que vous connaissez mieux et que moi, je pourrais avoir en lisant une bio. Et on va commencer en vous invitant à raconter votre histoire, de votre point de vue. Donc, qu'est-ce qui vous amène à faire ce travail? Qu'est-ce qui vous a formé tout au long du chemin? Puis, on peut commencer avec Nicole Ogonosawen. Bonjour. Bonjour. Ben c'est long, ça peut être long, là. Hein? L'histoire, ça peut être long, oui. Moi, je suis à Benaki, première des choses. Je suis à Benaki. J'habite la communauté d'Odanak depuis toujours. Je l'ai quitté pour étudier. Je suis venue à Montréal pour étudier, entre autres. Et puis, en anthropologie. Mais l'histoire commence quand j'étais petite. Parce que dans la communauté, comme c'est une communauté qui est pas loin de Montréal, 1h30, qui est une communauté francophone, on avait la visite souvent d'anthropologues à la maison. Parce que mon grand-père, moi je vivais avec des grands-parents, et mon grand-père était un informateur important pour la communauté, puis pour les anthropologues, parce qu'il parlait 3 langues, le bénaki, le français et l'anglais. Ce qui fait qu'il recevait des anthropologues autant américains que ceux du Canada. Donc moi, dans mon enfance, j'ai vu beaucoup d'anthropologues à la maison. Et ça m'a comme donné l'idée de d'abord, ça a suscité ma curiosité parce que les anthropologues à l'époque, quand moi j'étais enfant, donc ça fait 50 ans de ça, ils arrivaient avec des machines pour enregistrer. Tu sais, aujourd'hui, les petites enregistreuses, on les voit. Mais là, avec des machines, des grosses roulettes, des bobines, tout ça. Donc, pour un enfant, c'est important. En tout cas, c'est quelque chose qui nous épate. Puis je voyais mon grand-père très à l'aise, en train de communiquer, de transmettre son savoir, en fait, sur l'histoire des Abénakis, sur la langue abénakise. Puis des fois, il se creusait la tête parce qu'il cherchait. Là. Il y avait des choses comme il y a des expressions dans la langue qu'il n'utilisait plus. Hein, plus ou moins. Ben, il devait chercher dans sa mémoire. Alors, moi, je regardais ça, puis ça me fascinait aussi. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils vont chercher chez mon grand-père? Puis, dans le fond, mon grand-père, il disait, ben moi, ma porte est toujours ouverte. Peu importe que ce soit des anthropologues ou que ce soit des gens qui ont juste le goût de me rencontrer, de connaître. Il avait tout son temps, il était à la retraite, puis il ouvrait la porte. D'ailleurs, la porte n'était jamais barrée chez nous parce que lui, il disait que barrer sa porte, c'était comme un péché. Puis moi, j'avais bien retenu la leçon. C'est un péché dans le sens que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on ne doit jamais barrer sa porte. Toujours laisser sa porte ouverte. Donc, déjà, l'idée de la santé
l'idée de la protection. Donc, moi, j'ai appris ça avec mon grand-père. Et puis, l'idée aussi qu'il transmettait facilement. Il n'y avait pas de retenue, il n'y avait pas comment je dirais ça, il n'y avait pas de barrière. Tout était tout était possible à dire. Puis moi, je l'écoutais. Des fois, je ne comprenais pas parce qu'il parlait soit en abénaki, soit en anglais, puis je ne comprenais pas. Donc, mais il disait des choses aux anthropologues qui ne m'avaient jamais dit. J'étais petite, peut-être que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, je regarde ce qu'il a dit, puis aujourd'hui, on a les bobines, on a les enregistrements. Et comment tout ça, c'était inspirant, c'est rentré dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai pas l'âge de mon grand-père encore. Hein? Quand je suis arrivée chez mon grand-père, il avait 70 ans. Donc, j'ai pas encore 70 ans. Et puis, donc, mais c'est des choses qui sont rentrées dans moi. Puis aujourd'hui, je me dis, c'est la santé de transmettre. Ça fait partie de la santé de transmettre ses connaissances et savoir, puis pas avoir de barrière, pas se mettre de frein, parce que c'est nécessaire pour les autres. Une des choses qu'il m'avait dit, parce que dans l'enfance, il m'avait dit, le matin, on avait un rituel. Un rituel qui durait pas longtemps, qui durait plus ou moins longtemps avec ma grand-mère, elle était appréciée. Mais mon grand-père, ça prenait du temps. On racontait nos rêves. On racontait nos rêves le matin. Mon grand-père avait toujours des rêves colorés, en musique. En tout cas, des fois, ça lui prenait comme une demi-heure à raconter son rêve. Là. Tu sais, il rêvait longtemps. Et puis, ben, il m'a demandé à moi de raconter mon rêve. Mais quand on est jeune, on ne se souvient pas de nos rêves. Et puis, ben, je disais, j'ai pas rêvé. Il dit, ça se peut pas, t'as pas rêvé. C'est tout le monde rêve. Puis, à un moment donné, il m'a dit, si tu rêves pas, c'est parce que les esprits ne te parlent pas. Les esprits de tes ancêtres ne te parlent pas. Il faut que tu rêves parce que sinon, les esprits ne te parlent pas. Donc, je me suis mis à avoir peur de ne pas rêver. Et puis, je peux dire que c'est une pratique. C'est une pratique. Quand on commence à essayer de se rappeler de nos rêves, puis il n'y a pas de méthode, là, tu ne t'ouvres pas les yeux, peu importe. Mais aujourd'hui, peu importe, même si dans le courant de la journée, ça revient. Ça fait 50 ans que je me pratique à rêver, à retenir des parties de mon rêve, ce qui fait que j'ai toujours un rêve à raconter. Je ne vous raconterai pas mon rêve ce matin, mais tout ça pour dire que mon grand-père disait que c'était important de raconter son rêve parce que c'était une façon de partager. C'était aussi une façon peut-être qu'il disait que c'est un message qu'on a pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut raconter son rêve. Puis, il m'a toujours dit qu'on n'était pas obligé de tout dire. Alors ça, on se gardait peut-être un petit jardin secret là. Mais en tout cas, fait que ça, c'est l'univers dans lequel moi j'ai été élevée. Et puis, donc ça, tout ça, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ma base. Et puis qu'aujourd'hui, veux pas, ça paraît, là, que c'est tout cet héritage-là que je porte. Puis aussi, ben là, j'ai des documents qui me permettent aussi d'aller plus loin, parce que quand tu es jeune, tu comprends pas tout ça. Puis, en tout cas, fait que c'est un peu ça. Donc, ce qui a fait que moi, j'ai décidé d'aller en anthropologie, parce que je voulais étudier les Québécois. Parce que je me suis dit, ils viennent nous étudier, ça serait bien que nous aussi, on les étudie. Et puis, donc, je suis allée à l'Université de Montréal en anthropologie. Et puis, ben, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que là, je me suis rendu compte que j'en apprenais plus sur ma culture. Pas parce que les professeurs me le donnaient, mais parce que j'avais des mots pour parler de ma culture. Et que j'avais des outils maintenant pour pouvoir la transmettre
Donc, ça a été bénéfique pour moi, mais j'ai étudié aussi un peu l'Asie parce qu'on disait qu'on venait d'Asie. Fait que le Japon m'a intéressé. Ça m'a intéressé d'entendre parler du Japon, parce que j'ai dit peut-être il y a peut-être des liens encore, il y a peut-être des choses. Puis l'anthropologie, en tout cas, on peut pas sortir quand on étudie là-dedans, puis j'ai enseigné l'anthropologie, tout ça, donc on peut pas sortir l'anthropologue de la personne, on est toujours anthropologue jusqu'à la fin, je pense. Et puis, bien, je me suis impliquée beaucoup avec les femmes autochtones. Avec les femmes autochtones, l'Association des femmes autochtones du Québec, en fait, c'est à la fondation de l'association. Ça dit mon âge. À la fondation de l'association, il y a des aînés que moi je considérais comme des aînés. C'était des aînés déjà à l'époque qui avaient perdu leurs droits et qui disaient, ben nous, on voit que toi, tu pourrais te joindre à nous. Tu n'as pas perdu les tiens. Tu vas pouvoir être une parole dans la communauté pour porter notre voix, parce que ces femmes-là étaient non grata dans la communauté. Hein? Ils n'étaient pas reconnus. Puis les gens voulaient pas nécessairement qu'ils viennent s'impliquer pour. Donc, fait que c'est ça. Moi, j'ai fait du travail de terrain à ce moment-là et j'ai appris l'existence et toute la profondeur de la loi sur les Indiens. C'était mon école. Parce que c'est pas à l'université que j'ai appris ça. C'est auprès des femmes. Et puis, c'est là aussi que j'ai pu, comment je pourrais dire, donc, j'ai été en contact avec des gens de toutes les nations. Des Inuits, des Atikamekw, des Cris, des Naskapis. On avait même des Inuits au départ, hein, au début de l'association. Et, des gens de Kanawake, Kanastake, des Wendat, toutes les nations étaient là. Et puis, c'était vraiment mon école d'apprendre aussi par la voix de ces femmes-là qui avaient perdu leurs droits, puis que les mères de ces femmes-là comprenaient pas pourquoi on les mettait de côté. C'était lié à la loi, mais ils savaient pas que cette loi-là, c'était toute une éducation, même pour les femmes qui avaient perdu leurs droits, là, ils savaient pas pourquoi ils avaient perdu leurs droits, tout ça. Donc, fait que ça a été une implication qui a pris beaucoup de mon temps, là. Je peux dire que ma mère, mon père disait, je sais pas pourquoi que tu te bats pour ça, tu peux pas changer la loi. La loi, c'est la loi. Il était pas contre, mais tu sais, il trouvait que je me battais avec, c'est un rêve, hein. Il dit, tu te bats avec, tu sais, c'est à travers le Canada. Pour qui tu te prends, toi, pour pouvoir changer? Ben, j'ai dit, je suis pas toute seule. On est tout un groupe, là. Fait que, en tout cas, mais c'est dommage parce qu'il est décédé quelques années avant que la loi change. Mais j'ai dit, là, quand même. Hein, ça a changé, on a gagné. Donc, quand on persévère, c'est sûr que ça n'a pas été facile, là, pas le souvent dans l'ONU, hein, pour tout ça. Mais en même temps, puis, la bataille n'est pas finie parce que ça va sur les autres générations. Il y a toujours de quoi. Puis l'Association des femmes autochtones a pris, maintenant, s'occupe aussi de la santé, s'occupe aussi du juridique, s'occupe, en tout cas, il y a plein de l'international. Donc, il y a plein d'autres volets qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'étais à l'association, bénévolement. J'ai jamais été engagée, j'ai toujours fait ça bénévole. Et puis, c'est ça. Fait que ça, c'était ma démarche, puis voir aussi comment ça pouvait affecter l'identité de ces femmes-là. Dans le fond, on se battait pas on se battait pas contre. Ça, on se battait pour nous. On se battait pas contre le gouvernement puis contre nos hommes. Hein? On se battait pour nous, puis pour notre identité. Puis je voyais comment ça affectait finalement physiquement, psychologiquement aussi, mais ça affectait le fait d'être pas capable d'être reconnu dans sa communauté, d'être mis à part de sa communauté. Parce qu'il y a des communautés qui voulaient même pas que les femmes reviennent. Ça a été difficile, ce côté-là. Ça dépend des communautés, ça dépend des nations.
Donc, c'est ça. Moi, et puis j'ai travaillé à la suite, quand la loi a changé. Je suis revenue dans ma communauté, j'y étais encore, mais je veux dire, j'ai décidé de pas être au niveau de l'association provinciale, nationale, mais d'être plutôt localement, travailler localement pour faire en sorte que les femmes qui reviennent se sentent accueillies et se sentent utiles et qu'ils puissent savoir, parce qu'il y a été longtemps qu'on a appelé ces femmes-là les 731, moi, j'en pouvais plus. Tu sais, je me suis dit, c'est vos sœurs, c'est vos sœurs, c'est vos tantes, c'est pas des 731. Tu sais, c'est quoi ça? En tout cas, fait que je me suis engagée pour dire, ben, puis on va montrer on va travailler ensemble et puis qu'on va faire en sorte que ces femmes-là soient. Puis moi, j'avais toujours pas perdu mes droits, mais j'ai continué à faire ce travail-là. Et puis, donc, les femmes sont venues. Puis, finalement, quelques années plus tard, on a réussi à faire élire une femme qui avait récupéré son statut. Puis moi, je me souviens que j'étais allée à... Ça, c'était une petite anecdote, puis j'ai terminé après ça. Là. Je vais te laisser la parole. Mais tu sais, c'est comme... J'avais rencontré le chef qui était en place à ce moment-là. C'est le moment des élections. Et puis, il y avait 4 conseillers, pas de femmes. 4 conseillers avec le chef. Puis là, je dis au chef, je suis allée le rencontrer, j'ai dit, je pense que ça serait le temps d'élire une femme, d'avoir une femme sur ton conseil, tu sais, ça serait. Et puis, puis j'ai dit, je te parle pas pour moi, là. Moi, je me présente pas. Je te dis pas que moi, je veux être son conseil. Mais j'ai dit, je pense que ça serait le temps. Oh, il dit, les femmes, ça connaît rien en politique. Ça connaît rien en politique. Et puis, il dit de toute façon, il dit, moi, mon conseil est déjà tout fait. Hein, ces hommes étaient là, puis bon. Je dis, ah bon, c'est bon. Fait que, et puis, quand il y a eu les élections, ben, finalement, il y a une femme qui a été élue. Et lui aussi a été élu. Donc, il a perdu un conseiller, mais il y avait une femme là, qui était là. Je suis allée le voir, je l'ai félicité. Je te félicite. Mais j'ai dit, il y a une femme sur ton conseil maintenant. Tu sais, tu aurais pu la choisir avant, mais là, elle est là. En tout cas, moi, je trouvais que c'était... Puis depuis ce temps-là, il y a plus de femmes qui s'impliquent aussi. Et puis aujourd'hui, ben, je pense que là, l'idée de 731 est, en tout cas, c'est moins présent dans la communauté. Fait que ça, moi, je trouve que ça, c'est de la santé. Quand on commence à commencer à diviser, à mettre à part, ben, c'est pas ça qui est la santé de la communauté, en fait. Hein? Le fait qu'on puisse s'intégrer, travailler ensemble. C'est sûr qu'on s'aime pas toutes, là. Tu sais, on a chacun nos différents, on a chacun notre façon de faire, mais en même temps, d'être capable de se respecter, puis de mettre ça fait partie, je trouve que ça fait partie de, ça fait partie, je trouve que ça fait partie des valeurs que moi je porte, des valeurs que chez nous on appelle les grands-mères. Hein? Donc le respect. Le respect, c'est le premier. Hein? Fait que je me dis, ben, si on n'a pas de respect, ça commence là, à être capable d'être en santé, c'est de se respecter chacun à sa place, parce que chacun a son rôle à jouer. Chacun est important. C'est comme un casse-tête. Des morceaux qui sont plus petits, puis il y en a d'autres qui sont plus gros. Chacun a sa place. Le casse-tête n'est pas complet tant que tous les morceaux sont pas en place. Moi, je vois ça comme ça. Donc, ben, il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais j'ai hâte de t'entendre. Quelle belle première pièce merci de ton partage. Je me retrouve beaucoup dans beaucoup de choses de ce que tu dis. Ben, moi, mon nom est Chantal Chartrand. Puis là, si ma mère serait ici, elle dit oublie pas de dire que tu es la fille à Georgette Rock dans la communauté de Malioténan. Parce que souvent, je me présente, je dis ma mère est Inou de Malioténan. Elle dit dis mon nom, tout le monde me connaît. C'est que c'est ça la communauté de Malioténan. Ma mère est Inou, j'ai un père québécois. Le C31, ma mère ayant tombé en amour avec un Québécois, ben,
Ça fait qu'elle a perdu ses droits quand elle a marié et j'ai perdu aussi par le fait même mes droits. C'est revenu en 84-85, mais ça va plus loin de juste savoir les droits. Ma mère, ayant quitté la communauté parce qu'elle était avec mon papa, on a abouti à Montréal et ma mère a été dans les premières femmes qui ont été. Il y avait plusieurs rôles, là, ça leur a été payé à tous les rôles qu'elle faisait. Elle serait sûrement riche aujourd'hui, mais elle était interprète, escorte, conducteur de patients qui quittaient leur communauté pour venir à Montréal voir des spécialistes et se faire soigner. Dans ce temps-là, ma mère, vu qu'elle a été dans les pensionnats, elle ne faisait pas confiance à beaucoup de monde pour me garder. Donc, elle m'amenait toujours avec elle. Ça fait que j'ai connu tous les hôpitaux de Montréal et plusieurs patients qu'elle amenait ici se faire soigner. Puis là, je l'observais quand elle traduisait les mots, l'importance des mots, de trouver le bon mot. Le médecin arrive avec un mot super compliqué qui n'existe même pas en langue inou. Il fallait qu'elle trouve des façons simples de figurer ou d'amener la personne qu'elle puisse s'exprimer à dire oui, il est son mal ou expliquer des choses. Fait que je l'ai observé pendant bien des années. Le ministère a eu le temps de changer plusieurs noms aussi. De fois, je pense à cette vie, à un moment donné, le ministère des Affaires indiennes. Après ça, c'était les services sociaux, Santé Canada. En tout cas, ils ont eu le temps de changer. Et puis, moi-même, en étant en milieu urbain, j'ai vu qu'il y avait des grosses différences. On m'avait envoyé faire une anecdote comme ça, un traitement de canal. Et quand le dentiste a vu que c'était payé, il m'a fait des traitements de canal sur toutes les dents sans que j'en aie besoin, mais en laissant des racines, en laissant même. Il y a un objet de métal qui avait brisé dans une dent, il a juste patché ça. Puis il a dit, regarde, j'avais toujours mal aux dents. À un moment donné, je voulais aller mettre des broches et le médecin dit, tu fais une infection sur toutes les dents, c'est pour ça que tu as mal aux dents, parce que tes traitements ont mal été faits. Fait que j'étais comme dans un système comme ça à naviguer, une victime du système de santé. Puis, c'est un autre constat. Je revenais dans le temps, ma grand-mère, c'était une dame de la communauté. Elle ne parlait ni français, ni anglais, évidemment, seulement en langue inou. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle n'avait aucune notion c'était quoi de l'argent. Ça fait que là, ma grand-mère nous a mis dans le bois. Elle connaissait toutes les plantes, c'était une encyclopédie de plantes. Puis ma mère, elle s'est fait transmettre justement ce lien-là avec les plantes. Par contre, en ayant perdu son statut, on était discret vraiment sur notre culture, sur nos. Tu sais, de manger une tête de caribou en plein milieu de la table, il fallait que j'appelle avant, savoir c'est quoi ton soupe, ok, j'ai tel ami qui va venir à la maison, parce que sinon le lendemain, je savais que ça faisait le tour de l'école que j'étais une cannibale, que c'était comme ça. J'étais dans une école à l'automne, puis il fallait vraiment choisir c'est qui je vais m'entourer pour cette sécurité-là. Puis pourtant, c'était pas des mauvaises valeurs. Tout le monde était invité chez moi à venir manger s'il y avait des enfants qui n'avaient pas de nourriture. On avait beaucoup de visites aussi de la famille. Nos congélateurs étaient toujours pleins. Là, puis même à l'heure actuelle, encore chez nous, je pense que j'ai gardé cette peur-là. Vous pouvez venir 20, puis je vais vous recevoir. Mais c'est tout ce transfert-là de connaissances en regardant ma mère, puis en regardant ma grand-mère. J'ai fait mes études pour pouvoir aider les Premières Nations. J'ai étudié en criminologie, en toxicomanie, en intervention auprès des jeunes. J'étais entourée de gens
qui étaient dysfonctionnelles, puis j'essayais de les comprendre parce qu'elle avait une blessure intérieure. Je voyais des gens qui étaient malades aussi. Ça fait que ça venait me chercher. Pourquoi on est rendu là? Pourquoi on a des héritages médicaux comme le diabète, des choses comme ça? Puis que notre alimentation a tellement changé, tout a changé, mais les racines sont là encore. C'est ça que je pouvais observer. Fait que j'ai fait mes études à l'université pour contredire le prof au primaire qui m'avait dit, toi, tu finiras jamais tes études parce que tu es autochtone. Tu vas sûrement finir une prostituée. Là, quand tu te dis ça, tu es au primaire, je ne suis même pas encore majeure, adulte, je ne l'ai pas encore. Je pense que quand tu me dis ça, j'ai dit, ben voyons donc, OK, c'est ça mon destin. Fait qu'imaginez, je suis acceptée à l'université, là, quand j'ai reçu ma lettre, j'en pleurais, je me dis, ben voyons, au moins acceptez-moi en Chantal Chapman. Je ne pouvais pas croire à mon potentiel parce que tout le long, ça a été, tu sais, d'essayer d'éteindre la racine autochtone, d'éteindre la personne que je suis. Ça fait que ça a changé. J'ai toujours travaillé auprès des Premières Nations dans le milieu carcéral. Là. Ça fait quoi, 23 ans que je suis dans le milieu carcéral, mais je suis un produit du gouvernement dans le sens que j'ai fait ma carrière au gouvernement, puis je travaille de prendre presque ma retraite. Là. Ça ne dit pas mon âge, mais j'ai des bonnes crêpes. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Puis c'est là que je me suis dit, moi-même, en ayant vécu des choses comme ça, puis en voyant où on s'en va. Puis à chaque fois, moi, je regarde là, le foin d'odeur, puis c'est très significatif pour moi parce que vous savez, une brindille de foin d'odeur, on peut la plier, puis je me vois beaucoup là-dedans, on peut la plier, presser ensemble, ça donne une force épouvantable. Puis c'est là que c'était important pour moi d'arriver à tresser un ensemble de personnes, un ensemble de connaissances. Je suis tombée sur une citation qui disait avec des roches, on peut faire des murs ou on peut faire des ponts. Je me dis, il faut commencer à faire des ponts. C'est là que je me suis encore plus impliquée, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des fonctionnaires, à donner de la formation sur les compétences culturelles, à informer les gens, parce qu'on est tous différents. Mais tu sais, il faut travailler ensemble. C'est ça qui en fait une force. Puis au niveau de la santé, quand on est malade, quand on est... c'est quoi qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'inquiétude? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des tracas? Ma grand-mère est morte à 102 ans. Puis à peu près à tous les 3 mois, le médecin nous appelait et nous disait ta grand-mère, elle va mourir. Puis là, être à Montréal, descendre à cette île, c'est 10 heures. On se rendait là, puis on réussissait à toujours la soigner, puis on la soignait avec quoi? Des plantes, de l'amour, beaucoup d'être entouré. Puis c'est là quand on parle de guérison holistique, c'est important. Souvent, quand quelqu'un est malade, puis on va à l'hôpital, on y va à plusieurs. Puis ça, c'est difficile à comprendre dans le système, hein, parce qu'on dit un visiteur, on arrive, puis là, de toute la communauté, t'en as 5, 6, 2 familles. C'est important d'être autour de la personne. Après ça, pas d'autre, ma grand-mère, on arrivait là, ma soeur, elle faisait de la perdrix, elle avait de la perdrix aux patients qui étaient autochtones, puis c'était le petit bonheur qui rajoutait. C'était la nourriture qui était naturelle, qui était la connaissance de l'amour, des s'enraciner. Ça fait que c'est un petit peu ça, mon parcours. Puis, tu sais, repenser ou penser le système, il faut aller vers une ouverture. Il y a beaucoup de médecine même aujourd'hui qui est écrit des Premières Nations. Il faut les valoriser. Puis, on les valorise, nous, à même, tu sais, la terre, on va aller le cueillir. Je pense que c'est en quelle année? En 2007.
je pensais que j'avais un cancer du sein. Puis, ils ont fait une biopsie. Puis là, avec des médicaments, ça faisait un mois que je prenais des antibiotiques. Il y avait une infection qui s'était logée. Et puis, ça ne guérissait pas. Puis là, ma mère a dit, t'es prête. Je suis prête à quoi? Elle dit, viens, on va aller marcher dans le bois. Elle marchait dans le bois. Elle allait prendre une racine. Au bout de 3 jours, mon infection était guérie. C'est que, autant qu'on a essayé d'éloigner la culture que là, je suis en train de m'enraciner. Puis je suis enracinée solide. Là. Je dis souvent que je suis citoyenne du monde parce que j'adore voyager. Mais la culture autochtone, la culture de ma mère, ses enseignements, ma grand-mère, elle vit partir, elle est présente, puis c'est pour son honneur, puis pour l'honneur de ma mère aussi que je m'impliquais autant parce que faut que les choses changent. On voit la rue de la médecine, c'est 4 couleurs, il n'y en a pas de différence entre l'être humain. Inou, ça veut dire un être humain. Inou, ça veut dire un être humain. Il y a plein de cultures, mais il faut être en mesure de marier les deux, parce que oui, on a besoin, pareil, de la technologie d'aujourd'hui, la médecine, ça a évolué, mais si on peut combiner les deux, c'est là que c'est une belle guérison holistique. Déjà, les paroles, c'est comme ce bien-être, donc beaucoup de gratitude, d'autant plus que étant immigrante, mais apprenante. Donc, avec l'histoire et le lien que je peux faire avec ma grand-mère, puis notre pratique familiale, de raconter les rêves. Donc, on a même un dictionnaire, je dirais, familial. Pas trop culturel, ça ne veut pas dire la même chose dans chaque famille. Les symboles et les messages qu'on reçoit. Et avec tout ce qu'on dit en termes de la nourriture comme soin, la nourriture, l'attention, le lien et même la transmission du savoir. Donc là, vous avez parlé facilement, ça fait 3 générations d'amener ici avec nous. Puis eux aussi, ils ont leurs grands-parents. Et donc, ça fait des chaînes ancestrales vraiment fortes. Et là, je peux vraiment faire partie de la tresse, là. Comme quand, tu sais, quand on parle de 7 générations, moi, je vois pas les 7 générations comme à venir. Je vois que je fais partie de ces générations-là. Moi, je pense, j'ai jamais connu mes arrière-grands-parents. J'ai connu mes grands-parents, mais je les ai connus parce que mes grands-parents m'en ont parlé. Donc, mes arrières. Et puis, mes grands-parents, mes parents, moi, mes enfants, mes petits-enfants. Et les petits-enfants de mes petits-enfants, ça fera la 7e génération. Donc, puis, oui, les choses changent, ont changé. Hein? Depuis 20 ans, 30 ans, ça a changé. Depuis 10 ans, ça a changé encore plus. Mais il y a des choses qui restent à changer, c'est sûr. Puis moi, je me dis, faut pas mettre ça à l'autre génération. Il faut, tant qu'on peut, faire notre possible, puis peut-être le dire à nos enfants, puis montrer à nos enfants qu'on s'implique. De toute façon, ils me voient, je suis jamais à la maison. Mais en même temps, tu dis, ouais, mais t'es encore allé, oui, c'est important. Puis vous savez pas, c'est peut-être pas pour toi, là, parce que tu étais rendu un adulte. Mes enfants sont des adultes, c'est sûr. Ils ont des enfants. Mais je dis, c'est peut-être pour les enfants de tes enfants. Donc, il faut vraiment voir plus loin. Puis moi, je me dis ça, c'est la 7e génération pour moi. Tu sais, c'est sûr que mes enfants ont connu la grand-mère. Il y avait juste une grand-mère, ma mère. OK? Qui ont connu. Mais déjà, cette mémoire-là de la grand-mère, elle reste chez eux. Elle les a marqués. Et puis, donc, souvent, ils vont dire, parce qu'ils l'appelaient ma mère. Ils vont dire, c'est ma mère, c'est ma mère. Donc, ça reste. C'est sûr que les petits-enfants n'ont pas connu ça, mais moi, je suis la mère des petits-enfants. Tu sais, je suis la grand-mère, je suis la cocoum, on peut le dire comme on veut, mais ça reste que je suis la mamie. Donc, je reste, mais j'essaie de transmettre autant que je peux. Mes petits-enfants sont à l'adolescence, c'est difficile, là. Ça glisse.
ça glisse sur eux parce que ils en ont, quand ils étaient petits, tu sais, mais là, adolescents, on comprend, on était ados aussi. Puis il faut se rappeler de ça. Je me dis, dans notre cœur, on est toujours jeune. Et puis, de se rappeler qu'on était ados, comment on était aussi. Puis je dis ça à mes enfants souvent. Tu sais, quand tu dis, ah ben là, ils sont ados, là, tu sais, ils parlent, puis ils font Ben, j'ai dit oui, mais vous avez été comme ça aussi. Traduire. Hein? Vous avez été aussi comme ça. Tu sais, on a tout. Puis, à un moment donné, on s'intéresse plus ou moins à la culture parce qu'on explore, parce qu'on a des amis, parce que il y a d'autres priorités. Mais à un moment donné, on revient comme eux. Vous êtes revenus. Tu sais, chacun de mes enfants, moi, j'en ai seulement 3. Dans le monde autochtone, là, c'est 7, c'est 6, 5. Mais moi, j'en ai 3. Et puis, chacun, à leur façon, s'implique dans la culture. Pas toujours, pas tout le temps, mais mon plus grand danse et puis a fait danser ses enfants. Donc, chante. Ma fille aussi fait chanter ses enfants, elle chante. Elle fait de l'animation, donc elle aussi. Puis mon autre garçon, lui, il n'a pas du tout ce côté-là. Il n'est pas ni danseur, ni chanteur, il n'a pas vraiment dansé. Là. Il a arrêté de danser à 11 ans. On lui a dit qu'il dansait pareil comme son oncle, puis il n'a pas aimé ça. Peut-être qu'il va revenir à ça plus tard, mais en tout cas, pour l'instant. Et puis, mais lui, il fume le poisson. Tu sais, il va à la pêche. Puis, s'il y a, par exemple, il va à la chasse, puis nous autres, c'est du chevreuil, là, c'est pas de l'orignal, là, puis c'est pas du caribou. Et puis, c'est ça. Mais chevreuil, pareil, il dit, moi, il dit, si j'abats, il dit, la bête, elle me regarde, puis il dit, je sais qu'elle se donne à moi. Tu sais? Puis il dit, je la remercie. Tu sais, c'est comme, lui, il a hérité de quelque chose, il a pris quelque chose que les autres n'ont pas pris. Chacun a pris des choses de la culture qui fait que moi, je regarde ça puis je me dis, ah, tu sais, j'ai pas manqué mon coup. Il y a des choses qui vont passer, tu sais, à quelque part. Puis eux autres aussi, ça va être à leur tour de transmettre. Hein? Ça va être à leur tour de transmettre. Donc, là, ils sont dans d'autres choses. Là, mais... Donc, c'est important de se voir dans une lignée, de se voir comme des gens, on n'est pas, comme disait ma grand-mère, on n'est pas des champignons. Tu sais, on n'est pas spontané, là. On vient quelqu'un en arrière, et puis c'est toutes ces personnes-là, ben, avec tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit les souffrances ou les bonheurs, on a ça aussi. On porte ça aussi. Donc, il faut réaliser ça, parce que des fois, on se sent pas bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Tu sais? Donc, il y a aussi ça. Et puis moi, ben, je regarde les plantes, puis je me dis, ben, le foin d'odeur, moi, j'en ai vu là, des cordées de foin d'odeur. Chez nous, il y avait des cordées parce qu'on récoltait le foin d'odeur sauvage là, dans les îles de Sorel. Donc, des cordées et puis des cordées aussi de racines, la belle angélique, des choses pour soigner de l'herbe à dinde, la chimifeuille, le verge d'or. Ça, des choses qui étaient suspendues dans la remise à côté, là. Tu sais, c'était suspendu sur des cordes, là. C'était la médecine, quoique on faisait aussi la médecine moderne. Mais tu sais, puis il n'y avait pas de centre de santé à ce moment-là au Danak. Maintenant, il y a un centre de santé. Puis on essaie de voir comment le centre de santé, puis ils font en démarche, là. Comme parce que la plupart des gens qui travaillent là sont pas autochtones. Parce que chez nous, on n'a pas une grosse population. Donc, les gens qui travaillent là, donc ils ont tout à apprendre aussi. Mais il y a des pas là, qui font pour justement faire en sorte que la santé, ce soit pas juste du curatif, qu'il y ait la prévention, qu'il y ait aussi se sentir bien, pas juste physiquement, mais mentalement, émotivement aussi, comment on se sent. Donc, des rencontres, des cercles de parole par petits groupes, en tout cas, ils font beaucoup d'efforts. Et puis, ben ça, c'est apprécié. Puis, il y a même un jardin, là, un jardin de plantes médicinales qui est là aussi. Donc, en tout cas, tout ça fait que ça change, même chez nous.
Puis tu vois, c'est holistique, puis c'est là qu'il faut arriver à ce que ça soit dans le milieu hospitalier ou qu'il y ait ce filet-là de sécurité, cette zone-là, pour que les personnes puissent vivre leur guérison comme ils le croient, comme c'est puissant. Parce que de la médecine, je sais qu'à une zone, mettons, on a une infection pulmonaire, ben, ma mère va arriver avec sa tisane de mélèze. On y croit que c'est important pour nous autres. Tu sais, elle est allée l'accueillir avec amour. Elle l'amène jusqu'à la personne qui est malade. Puis elle, je parle du mélèze, mais je pourrais parler aussi de plein d'autres, mais c'est tout ça qui, en partie aussi, bon, mais il faut que ça soit reconnu. Peut-être pas reconnu, mais respecté. C'est ça. Parce que c'est sûr, on parle à un médecin qui lui, c'est les ordonnances, les prescriptions, puis là, t'arrives la famille qui va arriver avec une tisane brune dans un contenant avec encore une coupe de branche dedans, puis il va le regarder, il va dire, voyons donc, sortez. Mais la part, il faut que ça se fasse, puis il faut que, justement, tu sais, la sécurisation culturelle, c'est pas des extraterrestres, même je pense que les médecins ici, ils s'attenderaient à tous les médicaments, puis ils verraient dedans toutes les composantes qui sortent de la Terre en première partie, ils seraient surpris, mais des fois, on ne veut pas faire ce lien-là, les grosses compagnies pharmaceutiques. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas encore le faire. Ouais. Je veux dire, ça, c'est une première en termes de dialogue, de transmettre tellement généreusement, puis je le vois comme étant à faire encore. En passant, c'est les premières, le premier foin d'odeur vient de Odanak. Il y a 3 ans, donc il est transplanté en milieu urbain. Et celui-là, la sauge vient d'Ottawa, transplanté en milieu urbain. Et c'est un petit peu, c'est pas qu'on fait une expérimentation, on les a accueillis avec beaucoup d'attention, mais ce sont des témoins à la démarche et aux choses qui changent. Alors là, je vais diriger un bout de la conversation parce que ce matin, on vient de rencontrer un aspect politique du changement et du travail qu'il y a à faire. Et faire ce lien-là en termes de... Vous avez déjà fait allusion. Donc, qu'est-ce qu'on apporte, et comment c'est reçu? Si c'est respecté, valorisé, ou même compris. Parce que je travaille en termes scientifiques, on va dire, OK, il y a la croyance, puis ça peut être spirituel, mais il y a la compréhension et la technique autochtone aussi, qui est autant aussi scientifique que les autres. Et c'est ce vers quoi on travaille. Donc, je vais vous poser une petite question au lancer par rapport à donc, une rencontre avec un politicien qui a quand même une discipline et une façon de faire assez différente du holistique. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il retienne, lui et les autres avec qui on va continuer de faire ce travail? Ben, moi, j'aimerais dire, tu sais, qu'on n'est pas autochtone de 8 heures à 4 heures. On est tout le temps autochtone. Puis ce qu'on fait, c'est pour la communauté. Ce qu'on fait, c'est pour les gens. Ce matin, spécifiquement pour les gens de Montréal, les environs, c'est pour les Premières Nations, c'est pour le développement. C'est sûr qu'on arrive avec politique très cartésien, l'argent, la coutume publique, ou je peux appeler ça ainsi. Mais la vision, il faut l'avoir. Puis un voyage, ça se travaille. Fait que là, on a étalé notre voyage, ce qu'on veut faire comme projet. Puis là, il faut ramer en même temps, à la même place. Parce que si on rame différemment, c'est que c'est important d'avoir des alliés, c'est important d'avoir des gens qui vont connaître ce projet-là, qui vont l'appuyer.
c'est important aussi de travailler ensemble, là. Vraiment, encore le point d'odeur, là, cette leçon-là, parce que ensemble, on est plus solide, on est plus fort. Puis oui, c'est aussi, ça regarde les Autochtones dans tout ça, parce que bon, on est des êtres humains, puis je pense qu'il peut y avoir un échange, un partage qui est fort intéressant avec nos connaissances, mais il faut apprendre un envers l'autre dans un premier temps, se respecter, puis après ça, arriver à collaborer. Fait que Oui, c'est ça. ça que j'aurais aimé qu'ils retiennent. Mais c'est ça, dans le fond, je veux juste faire du pouce avec ce que tu as dit, dans le sens que ça va pas servir juste aux Autochtones. Premièrement, c'est les Autochtones, mais c'est sûr que les autres vont en bénéficier aussi, vont apprendre. Alors, il y a des gens qui vont, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont, comme moi je pense à Kiuna, par exemple, où quand ça a ouvert ses portes, premier collège autochtone, par et pour les Autochtones, après 2 ans, là, on avait des gens qui voulaient venir pour étudier qu'est-ce qui se passe chez nous, puis qu'il y avait la télévision qui se passe pour voir des entrevues avec un, avec l'autre. Tu sais, c'est comme on est devenu, malgré nous, un modèle. Tu sais, au début, on savait pas trop. Mais là, à un moment donné, il a fallu arrêter ça parce qu'il y en avait trop. Tu sais, on a dit là, on n'est pas on travaille pas pour les médias, là, tu sais. On travaille pour notre monde, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que effectivement, ça répond à des besoins. Alors, on a eu beau le dire, hein? On a beau le démontrer, puis même chiffrer, puis c'est pas convaincant assez. C'est quand c'est en place, et puis que là, les gens voient, là, ils disaient, ben oui, ben là, ça répond à des besoins, ben oui, puis là, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça autour. Donc, je pense que c'est un peu, moi, j'ai un peu, parce qu'Iona, ça fait 10 ans, c'est le 10e anniversaire. Donc, là, on peut dire que là, on a des preuves. Là. On a des gens qui sont diplômés, on a 80% qui vont à l'université, tu sais, donc, il y a des choses qu'on peut mettre, mais on peut pas le savoir à l'avance, ça. On l'a après, c'est sûr. Mais en tout cas, fait que, puis nous, on a commencé avec un projet pilote. Est-ce que ça sera ça, le premier pas? Avoir un projet pilote pour démontrer vraiment qu'on a besoin? Peut-être que c'est ça. On sait pas, là. On sait pas jusqu'où ça. Mais je pense que forcément, les premières années, on se donne la chance, puis c'est piloter dans l'inconnu, parce que ça n'a jamais été fait. Puis à ce moment-là, ça va être même important de respecter et d'accueillir l'apport de chacun, chemin faisant. Oui. C'est tout à fait normal, on n'a pas de garantie. Puis, quelles sont peut-être les embûches que vous voyez, étant donné qu'on est dans les risques et ce qui pourrait aller mal, quelles sont, dans votre expérience, les choses à surveiller là maintenant? Moi, je pense que c'est toujours une question de communication. Quand on arrive à bien communiquer et à respecter aussi nos différences, parce que puis notre professionnalisme est à différents niveaux, nos champs d'expertise aussi. Quand on peut s'asseoir puis respecter ça, mais avoir une vision commune. Mon grand-père, quand il allait à la chasse au caribou, il fallait qu'il y ait un rêve avant qu'il disait ce qu'était le caribou. Mais je pense que c'est la même chose de dire, OK, ensemble, on regarde, on vise, on fait ce voyage-là, puis mais on se respecte. Tu sais, c'est le plus important, puis on communique. Parce qu'on peut grandir aussi avec les différences des autres. On peut énormément grandir. Fait que je pense les obstacles, il y en a toujours des obstacles. Quand le projet autochtone du Québec voulait changer d'endroit, on avait des articles pas dans ma cour parce qu'on ne voulait pas avoir d'Autochtones dans le coin. C'est sûr, puis il faut vraiment aller s'asseoir ensemble parce qu'on a des enjeux sérieux qui s'en viennent. Je regarde, moi, dans mon champ d'expertise, il y a beaucoup de cas de santé mentale. Ils vont être où, ce monde-là? Tu sais, il faut les aider, il faut les supporter. Là, on a découvert les corps des enfants partout dans le Canada. Ça fait longtemps que ça en parle. Quand il y a eu les enquêtes, on disait qu'il y en avait, mais pourquoi toujours être en réaction? Pourquoi être
qu'on ne serait pas dans l'action à place au lieu de toujours. Je pense que là, on a des faits, les aînés ont parlé, ont dit leur vécu, que ce soit aussi au niveau de la santé, on a des faits là, présentement. Il y a des communautés autochtones, puis il y a des compagnies minières à côté qui vont déverser leurs déchets dans les eaux, qui, eux, vont pêcher toute l'équipe. Là, tu t'aperçois, il y a des coups de cancer. Là. Posons-nous des questions. C'est l'industrialisation, c'est bien beau, mais là, il y a un coût à tout ça. Oui, je pense que la principale embûche, c'est que nous, on voit les besoins, puis on dit que ça presse. Puis là, c'est ça. C'est que faut s'attendre à ce que ça. Tu sais, parce que là, avec le politique, c'est ça. Je veux dire, là, l'an prochain, il y a des élections provinciales. Il y en aura peut-être à l'automne au fédéral. Donc, ça, là, c'est des embûches. On peut profiter de momentum. Si on était rendu là, à dire, ben là, il manque juste. Mais ça veut dire qu'il va falloir revendre, peut-être revoir d'autres ministres, puis reparler, puis c'est ça, là. Puis ça veut dire que ça prend plus que de la patience. Ça prend aussi des gens qui vont nous supporter à travers ça, parce que, tu sais, moi, j'ai eu l'expérience avec le musée à Odanak, là. Tu sais, j'ai travaillé pendant 10 ans pour convaincre qu'on avait besoin. On était dans une vieille école, l'ancienne école d'Odanak. Puis je me disais, ben, c'est pas un lieu pour mettre des collections. Si on veut les garder, les conserver pour les générations à venir, il faut avoir un endroit digne, une vraie réserve dans une réserve. Tu sais, il faut être capable, faut être capable de conserver, parce que là, on se dit musée, mais on ne fait pas qu'exposer les objets, il faut les conserver pour les générations à venir. Fait que moi, le besoin était là, et puis c'était étude par-dessus étude, gouvernement qui a changé, reconvaincre les gens. Je pense qu'on avait des fonctionnaires qui étaient aux alliés, parce qu'eux autres, ils restent. Mais le politique, là, donc il faut s'appeler patience et puis dire que on y croit, on a le besoin, mais on peut pas juste dire que les gens, parce qu'ils croient, ça va se faire. Donc il faut être prêt à mettre peut-être les 10 prochaines années de notre vie là-dedans, si on veut que ça se réalise. Tant mieux si ça se réalise avant. Mais tu sais, c'est comme ça qu'il faut voir ça, parce que sinon, on se décourage. Parce que c'est une grosse bouchée. Oui, en effet, il y a la patience, puis ça me fait penser à une des grand-mères, un des principes, c'est la confiance. Je suis peut-être quelqu'un qui ne donne pas facilement sa confiance, mais précisément aux politiques. Hein. Pas la personne, mais au système et à cette institution qui a sa propre façon d'être. Sa culture. Sa culture. c'est limite aussi. Mais en termes de confiance, puis tu l'as nommé en termes d'avancer ensemble. Donc, sagesse, patience, mais confiance qu'on avance ensemble. Donc, respect et confiance comme deux des principes. Puis, peut-être qu'on peut ajouter... Et humilité. Ah! Humilité. On n'en sortira pas de ça. On n'est pas les meilleurs. On est un maillon qui fait avancer des choses. Tant mieux si ça avance. Mais l'humilité, on ne peut pas penser que, tu sais, en tout cas, moi, Mais où ça part bien, c'est que le cœur est là. Ça, le cœur, l'intuition, le cœur, il faut les écouter. Ça ne ment pas. Ça fait que ça guide, quand tu écoutes ta petite voix, puis tu fais quelque chose, parce que sincèrement, tu l'as dans le cœur. Ça guérit. Ils disent l'amour, c'est plus fort que la police. Mais avec ce mot humilité, entre les deux, je vais en profiter pour encore gratitude. Il y a des mots dans vos actions. On a ici 2 personnes très, très humbles, prêtes à rentrer dans le jeu, très spontanément. Je connais ce côté
de chacune, mais avec une des actions récentes, en fait, dans laquelle on s'est connus, c'est pas la réaction, mais le soutien et le souci pour ma famille de Joyce et Chétoine. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Ce que je dirais d'avance, c'est un peu si tu es la personne qui a vu le côté pratique de levée de fonds puis de soutien, comment dire, pratique pour la famille et à long terme. Ça a été le cœur qui a suivi ça, la soirée de Joyce, le décès de Joyce. Sa cousine me communique qu'elle avait 7 ans. Moi, j'ai pensé tout de suite, premièrement, ma mère a perdu sa mère à l'âge de 4 ans dans le bois. Quand je parle de ma grand-mère, c'est ma grand-mère adoptive, c'est la grand-mère adoptive, là, mais c'est pas grave pour moi, c'est ma grand-mère. Elle vit, même si sa mère est décédée à l'âge que ma mère avait 4 ans, mais ma grand-mère adoptive, elle acceptait tous les enfants dans la communauté qui étaient rejetés. Que ça soit, je sais pas, j'ai un oncle qu'elle avait adopté qui avait reçu du sable dans les yeux, qui avait perdu un œil, qui était rejeté, puis les enfants riaient. Elle l'a pris sous son aile. Quand c'est arrivé l'histoire de Joy, je me suis dit, oh my God, ma mère a perdu sa mère à l'âge de 4 ans, il était 4 enfants. Puis elle a voyagé avec le corps de sa mère sur une plaine sauvage pendant 4 jours, avec son père et les autres enfants, parce que j'ai d'autres oncles et d'autres sœurs. Là, je voyais, OK, ma mère a perdu sa mère, elle, Joyce, elle avait 7 enfants, puis mourir dans des circonstances comme ça, quand tu es à l'hôpital, tu veux juste te faire rassurer, tu veux juste te faire prendre dans ses pas, puis tout doit être correct. Tu sais, tu es déjà dans l'inquiétude, tu es déjà dans la douleur. Fait que là, quand elle me dit ça, c'était naturel. C'était comme, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'étais une personne avant, je faisais ça, je disais, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de tout le monde. Ça. Puis là, un moment donné, il y a une collègue qui a dit, Chantal, ça va être partie des actions. Tu fais des petites actions, puis au bout de tout ça, puis on verra, tu sais, qu'est-ce que ça va faire comme résultat. Fait que quand c'est arrivé, Joyce, c'était naturel, j'ai toujours partir d'une campagne de financement pour payer les frais funéraires, juste pour leur enlever cette pression-là, c'était épaules. Puis le lendemain, c'était clair que je m'engageais, c'était moi qui s'engageais envers la famille et les enfants, parce que c'est très politique, c'est très, tu sais, j'étais allée voir le père puis la mère, puis j'ai dit, écoutez, moi, je fais ça pour vous, puis pour les enfants. Si je ne le fais pas pour être connue, je ne fais pas rien. Ça s'est donné comme ça. Je les ai suivis pendant 3 jours. Ils m'ont vraiment accueilli dans la famille. J'ai une formation pour intervenir en situation de crise. Ça fait que je les écoutais seulement. Puis il y avait toutes les langues médiatiques, mais moi, j'étais juste là pour eux autres. C'était important. Ils m'ont dit, est-ce que tu nous ferais l'honneur de venir accompagner le corps de Joyce dans son retour avec la communauté? Je dis certainement. Puis, ma mère était avec moi pendant ces 3 jours-là. Puis, ma mère connaît beaucoup de gens de Manoir parce qu'elle avait soigné beaucoup de gens de cette communauté-là. Puis, elle travaillait avec une collègue, je me souviens toujours, Carmen, qui était amie, qui était de la famille de Joyce. Ça fait que là, j'ai parti ça pour suivre ce qu'on a dans le cœur, puis tu sais, je l'ai fait par mon cœur de maman. C'est pour ça que le résultat aussi, c'est quelque chose, par exemple, les médias, c'est quand on veut qu'une campagne fonctionne, c'est les médias, la pression aussi des gens qui nous entourent, parce que quand tu fais un geste, c'est toujours critiqué. J'ai vu du monde qui ont trouvé le moyen de critiquer malgré tout ça. C'est des bâtons d'un roues, puis moi j'étais à fleur de peau, c'était comme, j'existais plus, j'étais là pour la famille, les enfants. Je pense en 1 semaine, j'ai calculé combien d'heures j'avais migré du livre. Bon, j'étais contente, mais c'était pas ça de toute façon-là. J'avais maigré. J'avais dormi peut-être 12 heures parce que j'avais la responsabilité.
sur les épaules la parole que j'avais donnée. Puis j'ai dit, si jamais je me fais hacker le compte de GoFundMe, je ne connaissais pas ça, mais je suivais mon instinct. J'essaie de me faire guider par des gens positifs, un environnement qui était positif, puis d'enlever le négatif. Mais il y a des petits gestes concrets qu'on peut faire comme ça pour améliorer le sort des autres. Hier, ma soeur, elle me disait, écoute, elle dit, j'ai 15 boîtes de foulards. Elle dit, tu t'es veux-tu? Ben oui, certain. Là, je sais, j'ai toujours mon garage, plein de choses à donner, que ce soit des vêtements, là, c'était des foulards. Qu'une maman a tricoté comme ça. Je dis, faut que je pense à qu'est-ce que je peux faire avec. Ça fait que je vais contacter les sans-abri autochtones pour leur amener des foulards. Je vais les garder jusqu'à temps que ce soit l'hiver. Mais c'est tout ensemble, ça. Je ne pourrais pas y arriver si je n'avais pas l'entourage, si je n'avais pas les gens qui croient en moi aussi. C'est pour ça que je dis que c'est aussi important les alliés dans tout ça, que ce soit les alliés à l'automne. Il ne faut pas oublier non plus les Inuits. On a souvent tendance à les oublier. Puis, je pense qu'il faut aussi penser aux frères et sœurs de toutes les nations. Intéressant pour le Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke, le projet dont on parlait. On a une chaise littéralement de réservée, privilégiée pour la voix. Ce sera la personne de venir contribuer, partager avec nous, mais c'est une sensibilité qu'on retient. Je vais en profiter, je fais des bons comme ça. On aura une autre rencontre et plusieurs autres, mais dans l'humilité, parce que quelqu'un de votre côté humble, c'est à moi de le nommer. Donc, par exemple, de Nicole, je dirais, un peu par culture, façon de faire, qui a accueilli sa petite fille comme sa fille chez elle. Comme elle a vécu chez ses grands-parents. Puis d'un autre côté, la reconnaissance. Donc, il y a le respect, la valorisation, mais la reconnaissance. J'ai pu participer à la réception d'un doctorat honorifique à l'Université de Montréal à Nicole, qui a été nommé avec le département d'anthropologie. Donc, je ne sais pas si ça te donne une petite invitation pour en parler. La reconnaissance, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça s'insère dans cette façon humble d'aborder tout le travail que tu fais? Je hoche la tête tout le temps parce que c'est pas quelque chose que je dis. C'est quelque chose que les autres disent de moi. C'est souvent ce qui est dans ma biographie, qu'ils trouvent sur Internet parce qu'ils trouvent. Mais j'étais là. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je dis quand j'ai reçu, avant que je reçoive, en fait, on m'avait dit que la secrétaire de l'université m'avait appelé pour me dire que le recteur voulait me parler. Puis, il ne m'avait pas dit pourquoi. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut, le recteur? Parce que je travaillais à la biosphère du Lac-Saint-Pierre, dans le réseau des réserves de biosphère. Donc, à la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Et puis, elle me fait le message qu'il va m'appeler le vendredi à 5 heures. Fait que je trouvais ça louche. Je me suis dit, est-ce que c'est une arnaque? Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. Puis d'ailleurs, je finissais à 4h30, mais cette journée-là, j'ai fermé mes dossiers, tout ça. Fait que finalement, à 5 heures, le téléphone sonne. Puis c'était le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton à l'époque. Et puis, qui me dit, je suis Guy Breton, Puis encore là, j'étais pas certaine que c'était lui. Je savais même pas regarder qui était le recteur. Bon. Et puis là, il me dit ça, que c'était le 50e anniversaire du département d'anthropologie, qui pensait comme j'avais étudié là, bon. Et puis, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a recommandé mon nom. Tu sais, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Donc, mais, puis là, quand il me dit ça, puis on aimerait que vous acceptiez, parce que je pouvais refuser. Fait que, puis là, je l'écoutais, je dis, êtes-vous certain que c'est à moi? Parce qu'il me semblait que j'étais, c'est ça. Il y en avait d'autres qui auraient été méritantes aussi.
Et puis, non, non, il dit, c'est bien vous, c'est vous, Nicole Momsaoui. Je dis, oui. Bon, vous avez étudié en anthropologie. Oui. Bon, ben, c'est vous, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que, puis ça s'est suivi. Après ça, ben, il y a eu tout le protocole, s'habiller avec le mortier, etc. Puis bon, tout ça. Mais, ben, c'était un beau moment. C'était un beau moment. J'ai apprécié, puis j'avais le droit à des invités. Mais on m'avait dit ensuite que j'avais le droit à plus. Mais moi, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille pas plus que 10. Enfin, j'avais choisi, tu sais, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que j'ai quand même 3 enfants, tu sais, en tout cas, fait que c'est comme pas facile de choisir 10. Mais j'avais choisi quand même des gens que j'appréciais beaucoup. Puis j'avais demandé à Ghislain Picard d'être là aussi. Pourquoi Ghislain? À ce moment-là, je sais pas, il était chef de l'Assemblée des Premières Nations, mais parce que moi, je lui ai donné son premier emploi quand il a commencé à travailler à Montréal. Et puis, on est resté toujours en lien par la suite. Donc, c'était pas du tout parce que c'était un politique. C'était vraiment parce que on avait un lien d'amitié et puis je voulais qu'il soit témoin de ça. Et puis, donc, je l'avais invité, puis il est venu. J'étais super contente. Donc, c'était un beau moment. Puis, mais là encore, tu sais, je veux dire, je porte ça, mais c'est arrivé en 2011. Et puis, tu sais, je me dis, c'est pas quelque chose que j'ai un doctorat, là, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, puis, puis je regarde, par exemple, comme quelqu'un qui m'inspire beaucoup, comme Alanis Obomsawit, par exemple, qui reçoit, puis à chaque fois, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques-uns de ces prix. À chaque fois, c'est l'humilité qui parle. Jamais elle va dire, moi, je suis bonne, puis j'ai fait ça. Elle va dire, moi, j'ai fait ce que mon cœur m'a dit de faire. Je suis allée dans la voie que je pensais qui était la meilleure. J'ai eu du soutien des gens autour de moi. C'est comme ça. Donc, oui, elle accepte, mais pour les Premières Nations, en fait, parce que ça rejaillit sur tout le monde. Puis moi, ben, je sais pas si ça rejaillit beaucoup, là, mais c'est ça. L'idée, c'est que c'est pas le fait d'avoir une reconnaissance publique, mais c'est le fait que cette reconnaissance-là a rejailli sur les Premières Nations. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux gens qui assistent. Ça fait du bien. Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens qui nous supportent, là, tout ça. Mais c'est ça. Donc, je dirais que je reste toujours dans l'humilité quand même. Puis, tu sais, on dirait que le temps passe, puis je me dis, puis c'est un peu comme Alanis, ça disait, ben, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête? Tu sais, parce que chez nous, en tout cas, en Inou, il y a certainement pas de mot pour retraite. Donc, ça existe pas. Ça existe pas. Tu sais, c'est ça. Ça existe pas, la retraite. Donc, on a toujours quelque chose à faire. On a toujours, puis on est considéré, une chance dans notre communauté comme aîné, on est considéré ailleurs aussi. Donc, les gens apprécient. Donc, on se sent ça, c'est la santé aussi. Le fait de dire que tu n'es pas à part parce que tu es rendu retraité. Tu es encore dans l'action, puis tu es encore utile, puis tu peux encore apporter des choses importantes. Puis ça, je trouve ça, des fois, je trouve ça dommage de voir des gens qui sont mis à l'écart, qui disent, ah ben là, moi, je suis content, je suis à la retraite. Mais je me dis, oui, c'est peut-être bien d'en profiter pour soi un peu, quand on a travaillé beaucoup, tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur la retraite? C'est une deuxième vie. Ouais, la liberté. C'est ça, la liberté d'aller vers où son cœur veut aller. Exactement. Mais faut-il encore qu'il y ait des gens qui soient prêts à entendre ça? Tu sais, je veux dire, il y a des gens là, pour qui c'est pas possible. Ils voient pas leurs enfants, ils voient pas leurs petits-enfants. Fait que ça, je trouve ça triste. Ça, je trouve ça vraiment triste. Puis ça, je trouve qu'on vieillit plus vite. Tu sais, je veux dire, ta grand-mère adoptive qui est morte à 102 ans, ben, tu sais, je veux dire, elle avait encore quelque chose à apporter. Tu sais? Mais elle est pas morte. Ben non, Elle c'est ça. vit en chacune des personnes qu'elle a rencontrées ou qu'elle a partagé ses connaissances. C'est ça Oui. tu sais, le cycle de la vie, puis tu sais, d'essayer de transmettre ou de faire quelque chose pour la génération à venir. Tu sais. Tu disais quand tu as reçu ton prix, ben,
le reflet dans les yeux des personnes qui te regardaient, c'est ça qui compte. Oui, Tu sais, c'est beau, c'est super, mais tu étais contente d'avoir. oui. Tu sais. Puis Pascal, toi, tu me dis un proverbe que j'oublierai jamais. Seul, on va plus vite et loin. Ensemble, on va plus loin. Ça, j'ai bien, quand elle me dit ça, je disais, c'est dans ma philosophie. Mhm. Ça m'est resté. Puis moi, ben, pour parler de mon grand-père, comme toi, tu parles de ta grand-mère qui vit toujours. Moi, mon grand-père disait tout le temps, les gens meurent pas tant qu'on s'en souvient. Donc, puis tu sais, je me dis, moi, mon grand-père, là, il est là tout le temps. Tu sais, je me dis, il est pas mort parce qu'il est là avec moi tout le temps. Ma grand-mère aussi, mais d'une autre façon. Et puis, je dis ça aux enfants. Fait que là, je dis aux enfants, tu sais, là, vous rappelez qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler des gens qui ont passé avant nous autres. Il faut, surtout si on les a connus, là, comment ils nous ont marqués, puis comment. C'est sûr qu'on a de la peine quand on les perd sur le coup. Mais après ça, quel souvenir ils nous laissent, comment, quel exemple de vie, quelle façon il y avait d'aborder les personnes, puis d'ouvrir la porte. Hein? Donc, tout ça fait que on a le goût de se souvenir des gens qui étaient là avant nous, puis qu'éventuellement, on va laisser nos traces, et puis qu'il y a des gens qui vont peut-être parler de nous plus tard. C'est tellement généreux, ça va me permettre, toute bonne chose vient à une fin. Et heureusement que toute mauvaise chose aussi passe. Mais pour les bonnes choses, pour la bonne rencontre, c'est un des mots qui a été, une des paroles qui a été emmenée ce matin en termes des ancêtres qui nous regardent, qui sont témoins et qui sont probablement fiers de votre apport, comment vous vivez, comment vous guérissez, comment vous aussi vous partagez tout en le faisant avec d'autres qui seront soit inspirés ou soit concrètement nourris, à qui on va offrir quelque chose, du thé, l'écoute, la parole, toutes ces choses par rapport à la guérison, les soins. Puis, je pense pas que je peux en ajouter plus, mais pour les mots de la fin, c'est un beau cercle et cycle, mais pour les mots de la fin, qu'est-ce que je peux vous demander ou à quoi pensez-vous maintenant? Qu'est-ce que votre cœur peut exprimer maintenant? On ne fait pas un monde différent avec des gens indifférents. Fait que je pense que c'est ça que je dirais. C'est pas moi qui l'a dit. C'est une citation, je pense. Mais on est rendu là. On est rendu à connaître l'histoire. On est rendu à voir la situation actuelle des Premières Nations. On ne peut plus nier. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable et dire, écoute, il faut avancer ensemble. Je pense que c'est ça le message de se respecter dans les différences. On a des différences, c'est ça qui fait la beauté, un arc-en-ciel, hein? C'est une fleur, c'est beau. Oui, ben c'est ça. Je pense que tu le dis, c'est ensemble. Et puis, c'est faire des liens aussi, parce que ce que nous, on vit comme Première Nation, puisqu'on a traversé, puis tout ça, puis maintenant que les gens sont prêts à entendre, et puis aller plus loin aussi, on sent là, que les gens veulent pas juste avoir ce qui est au-dessus, puis ils veulent en connaître plus, puis du vrai. Hein, ils veulent aller à l'authenticité. On est loin de t'es-tu le vrai? Je pense qu'on est rendu plus loin que ça maintenant. Et puis, le fait aussi que ça peut aussi faire en sorte que on va pouvoir mieux accueillir aussi les gens qui viennent d'ailleurs. Parce que cette ouverture-là, là, elle va pas être juste pour nous. Là. Elle va s'ouvrir. Tu sais, la sécurisation culturelle, c'est aussi pour les autres qui viennent d'autres pays, qui viennent. Donc, je pense que ça peut aussi, on peut aussi penser que ça va rejaillir sur notre monde pour faire un monde meilleur. OK? Donc, je pense que c'est une contribution qu'on va faire malgré nous. Hein? On va ouvrir les gens puis ils vont dire, ben là,
la différence, OK, pour eux autres, mais c'est aussi pour les autres qui arrivent. Ouais, l'ouverture, Ouais. le front bâti. Mais La ensemble. terre-mère, on est ses enfants, on n'a pas vraiment, tu sais, on est tous sur la planète, on est. tu sais, On a tous les mêmes besoins. On a tous les mêmes besoins, il faut juste les respecter. C'est ça. Puis voir et apprendre de l'autre. Mhm. C'est tout simplement. Ben, je te remercie, Pascal. C'est C'était mutuel. ça a été intéressant. Ben, ça nous a permis aussi de mieux se connaître. Ah, Parce que nous, on ne se connaissait pas, là. Exactement. Oui. vraiment spontanément, il y avait d'autres aînés, mais c'est que partie remise. Puis c'est là qu'on va remercier aussi tout l'intérêt, les gens qui sont ici, au Musée McCord qui nous a accueillis vraiment spontanément, mais aussi en ligne. Et c'est pas pour frustrer les gens, mais votre rapport, on peut l'accueillir avec la page Facebook, que je fasse la publicité, du Centre autochtone de Tiohtià:ke, Indigenous Health Center of Tiohtià:ke. On aura certainement beaucoup d'intérêt à entendre toutes les questions et les commentaires qui vont suivre. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de gratitude par rapport à ce que vous avez partagé si généreusement. Puis, c'est pas partie remise, mais le cercle, on le boucle pour aujourd'hui, mais on va certainement maintenir et respecter le lien qu'on a ouvert. Merci. Merci. Merci.